Donc, bonjour à toutes et à tous. En premier lieu, je tiens à féliciter les collègues enseignants et chercheurs pour la qualité et la clarté de leurs travaux de recherche. Si vous permettez, j'ai deux questions. L'une est adressée à notre collègue Termoul Rabah. En fait, pour être honnête, je n'ai pas assisté à votre intervention, mais si vous permettez, à travers l'intitulé, j'aimerais bien vous poser une question. Vous avez traité le sujet des industries manufacturières. Sont-elles en mesure de contribuer à- comme un catalyseur de la croissance hors hydrocarbures en Algérie? Donc, je vous pose la question dans le même contexte. Ces entreprises, selon les données actuelles, mais également en termes de, 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 de- de prospective et de veille stratégique concernant les politiques économiques futures que l'Algérie dans lesquelles elle peut s'engager. Est-ce qu'elles constituent dans le contexte actuel ou bien est-ce qu'elles peuvent constituer dans le futur ce catalyseur qui va permettre de contribuer d'une manière plus consistante dans la croissance économique et dans la diversification de l'économie algérienne? Si bien sûr vous répondez par oui, j'aimerais bien qu'il y ait des arguments qui consolident votre réponse. Merci, Monsieur Termoul. J'ai une autre question adressée à Madame Gagné. Vous avez abordé la question des startups en Algérie, sachant que c'est une démarche nouvelle dans la diversification de l'économie algérienne. Elle est fondée sur la création d'entreprises innovantes qui se développent à un rythme accéléré et qui exigent énormément de compétences dans des domaines pointus, puisqu'on parle d'innovation, de créativité, d'idées innovatrices. Si on prend en considération le capital humain dont dispose l'Algérie actuellement, je ne suis pas en train de le dévaloriser, mais il y a un manque d'esprit entrepreneurial qui incite nos, euh, nos jeunes diplômés à entreprendre, c'est-à-dire à s'engager dans des initiatives personnelles. Parce que si on pose, moi-même, je le fais à chaque fois, je demande aux étudiants qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. La plupart des étudiants vont vous dire on cherche la stabilité, avoir un poste-travail, avoir un salaire. Donc, ils ne sont pas tous, hein, mais la plupart, ce ne sont pas des personnes ambitieuses qui ont une forte motivation d'entreprendre. Donc, dans ce contexte, pensez-vous que cette politique de développement des startups peut réussir dans le cas algérien? Voilà, merci à tous. Merci à vous. Merci, monsieur Dr. Wari. Donc, s'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, on aimerait bien qu'il y ait un débat. Parole, en attendant une autre question, je passe la parole au docteur Termour pour répondre à la question. Et, Monsieur le Président, je tiens à remercier le docteur Meradi pour sa question pertinente et c'est l'objet même de notre communication. Donc j'aimerais bien donc reprendre un petit peu mon exposé pour vous expliquer parce qu'en fait, il y a un argumentaire théorique qui a été développé par Caldor, puis qui a été vérifié un peu partout
et à l'ONUDI, etc. D'abord, la productivité dans le secteur manufacturier est très importante. Donc, il y a d'abord les économies d'échelle, il y a une création technologique, il y a la division du travail. Il offre également des salaires plus élevés que les autres secteurs. Une fois diffusée donc, la progression technologique, je ne sais pas pour vous permettre de mieux. Voilà, d'ailleurs, cette question donc, Voilà, un argumentaire donc, de prime abord. Donc, j'aimerais reprendre aussi que l'industrialisation a été prônée par les économistes de développement, Nurks, Kuznets, etc. Ils ont recommandé d'ailleurs des stratégies de développement à base de ce développement déséquilibré en privilégiant l'industrialisation pour les pays en voie de développement. Donc, des expériences ont été menées aussi bien en Afrique qu'en Amérique latine, les industries industrialisantes, substitutions aux importations. Malheureusement, ils ont buté sur des échecs. Parfois, l'échec est expliqué par une inadaptation de la main-d'œuvre ou un niveau de capital humain insuffisant. Par moments, les branches industrielles ne sont pas adaptées aux structures productives déjà existantes, etc. Donc, c'est un débat qui a été, donc, il est relativement ancien. Donc, et puis qui a été ressuscité dans un cadre de désindustrialisation des pays développés, avec tout le Bataclan d'effets néfastes sur la création d'emplois et également sur la création de la richesse. Donc, un ralentissement drastique de la croissance. Donc, on pense à réindustrialiser ces pays. Donc, on propose aux pays en voie de développement, bien sûr, dans cette conception déséquilibrée, il est hétérodoxe par rapport aux théories de croissance endogène à la Romère, etc., qui sont neutres en termes qui fondent la croissance sur la recherche et développement, sur l'innovation, etc., mais avec une neutralité en termes sectoriels. Donc cette approche, déjà, il favorise l'industrie manufacturière, l'industrie en général, l'industrialisation, mais bon, parmi les types d'industrie, Kaldor a mis en valeur l'industrie manufacturière. D'abord, vous avez des industries extractives. C'est vrai, ils sont plus productifs que les industries manufacturières, mais c'est un secteur restreint. Il n'est pas créateur d'emplois. Donc, dans ses études empiriques, Kaldor a conclu que l'industrie manufacturière, bien sûr, peut jouer un rôle moteur, qu'il a conforté donc par des arguments théoriques que je viens de citer. Donc la création technologique des industries manufacturières, la division du travail, l'augmentation de la productivité en général, se matérialise par une accumulation du capital physique, du capital humain et également des innovations. Des innovations, donc une fois diffusées, peuvent profiter à l'agriculture et tout. Donc comme la productivité est élevée, il va donc l'agriculture, le secteur agricole est qualifié d'un secteur peu productif. La productivité est très basse. Mais en intégrant les produits ou les innovations de l'industrie de transformation, on passe d'une industrie extensive vers une industrie intensive. Donc automatiquement la productivité va augmenter, les salaires dérisoires du secteur agricole vont augmenter en parallèle. Donc, la croissance du secteur agricole, donc de manufacturier, d'abord, il est porteur d'une productivité qui va se généraliser sur l'ensemble de l'économie. Et vous avez également, il est fortement créatrice d'emplois. C'est un secteur très, très attractif. D'abord, il offre des salaires plus importants. Il offre une stabilité. Voilà. Il offre, non. Voilà, créatrice d'emplois en plus d'absorber. Donc, c'est le changement structurel. Donc, la main-d'œuvre va passer des secteurs peu productifs tels que les services urbains, informels également, donc, et de l'agriculture vers le secteur des industries manufacturières. Donc, son attractivité est liée à la stabilité des emplois, à la rémunération, meilleurs avantages sociaux,
une meilleure protection que les emplois agricoles et des services. Et également, il offre des emplois développant des compétences plus élevées que des emplois équivalents dans les autres secteurs. Donc, ajouter à cela, il y a des arguments qui ont été développés plus récemment. Donc, des attributs, donc, selon l'ONU dit, donc, le développement des industries manufacturières et de transformation crée un cercle vertueux de consommation et développement industriel avec bien sûr des boucles de revenus de monde. Une fois que ce secteur est en expansion, ça va entraîner le développement des autres secteurs parce que la technologie qu'il produit sera diffusée. Un autre attribut, c'est que l'industrie manufacturière, bon, j'en passe sur le cercle vertueux. Voilà. Non. Donc, un autre, il est un maillon central, si vous voulez. Autre attribut, voilà. Donc, il crée ça. Et puis, vous avez la création plus productive, la demande de nouveaux produits, l'extension du pouvoir d'achat. Voilà, il est un maillon central aussi du développement durable. D'ailleurs, à ce titre, il est classé le développement industriel, le 9e objectif des objectifs millénaires de développement durable de l'ONU. Voilà, donc, puisqu'il crée une technologie moins polluante, si vous voulez, des machines, des équipements moins consommateurs d'énergie, etc. Donc, c'est un maillon central. Les industries de recyclage aussi. Et à en croire, bien sûr, le rapport de l'ONU dit de 2022, apparemment, c'est le secteur qui a pu subsister et maintenir l'économie pour qu'il reprenne post-Covid. Durant la pandémie du Covid-19, c'est le seul secteur qui a pu résister. Donc, il a joué le rôle d'amortisseur. Voilà, au déclin économique généralisé. Voilà, maintenant dans le cas algérien, c'est-à-dire dans l'état actuel des choses, eh ben, il faut renouveler, il faut consolider ce qui existe déjà, il faut une politique, comme vous l'avez dit, en perspective, privilégiant la croissance de cette industrie manufacturière, puisque dans un contexte de rétrécissement de ressources extérieures, on ne peut pas développer tous les secteurs à la fois. Donc, il vaudrait mieux porter sur un secteur qui est, l'attention sur un secteur qui est, si vous voulez, central ou cardinal d'un développement généralisé. Donc, il y aurait des effets d'entraînement. D'ailleurs, il va avec, les industries manufacturières vont avec le développement de l'agriculture. C'est un débouché pour les produits agricoles avec l'agroalimentaire. L'exploitation des mines, le programme national d'exploitation des mines, c'est des débouchés. Et en même temps, également, c'est un stimulant pour le procédé créé à l'université, etc., de start-up, c'est-à-dire des créations des entreprises liées au développement des entreprises, liées de services aux entreprises. Ça va, si vous voulez, stimuler le génie des jeunes à résoudre les problèmes auxquels seront confrontées ces entreprises durant l'exercice de leur activité. Voilà. Maintenant, bien sûr, actuellement, il est faible, l'industrie manufacturière de transformation. Pour rappel, dans notre approche, nous avons pris celle publiée dans les comptes économiques de la nation. Bon, on a enlevé les hydrocarbures, énergie et les mines, c'est-à-dire toutes les branches de transformation. Puis, il faut voir, puis il faut des études affinées. Maintenant, pour conforter nos résultats, bien sûr, ils sont à prendre avec soin, parce que nous avons déduit qu'une augmentation, nous avons utilisé une approche ARDL, donc une accélération de l'augmentation de la valeur ajoutée des industries manufacturières de 1% entraînerait une accélération du rythme de croissance de la production brute hors hydrocarbures de 0,57%. Donc des travaux à venir, nous aurons à vérifier les deux autres hypothèses deux autres hypothèses de Kaldor et bien sûr affiner cette industrie de transformation, voir le détail parmi les branches, quelles seraient les branches qui peuvent jouer pleinement ce rôle par rapport à d'autres, étant donné l'existence de matières premières en Algérie et tout. Voilà, je vous remercie, je pense que
Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu? Donc, je passe la parole au docteur Hamimi pour apporter ses éclaircissements par rapport à la question du docteur Wari. Vous avez la parole, madame. Merci. Je vous remercie pour votre question, Monsieur Wari. Justement, votre question, elle englobe toute la problématique de notre communication aujourd'hui qui touche en général les jeunes. Justement, j'ai bien souligné le fait qu'il y a beaucoup d'obstacles et de freins pour motiver les jeunes d'aujourd'hui. Donc, actuellement, l'écosystème des startups comprend plusieurs acteurs. Les acteurs tels que les entrepreneurs, les incubateurs, les investisseurs, les accélérateurs, les universités comme la nôtre. Il y a même, je pense, une spécialité à l'université de Béjaïa sur l'entrepreneuriat qui encourage beaucoup nos jeunes à créer leur propre entreprise. Donc, les relations qui existent entre tous ces acteurs peuvent jouer aussi un rôle important dans le développement des startups. Bon, par exemple, les incubateurs aujourd'hui et les accélérateurs, ils peuvent aider les entrepreneurs, les jeunes, à développer leurs idées et à accéder à des financements, par exemple. Tandis que les universités comme la nôtre peuvent offrir des formations et des programmes de recherche, par exemple en lien avec les technologies numériques. Vous avez aussi, j'ai parlé tout à l'heure dans ma conclusion par rapport à l'investissement dans le marketing digital. Le marketing digital, c'est une formation qui est tout à fait nouvelle dans les pays développés. Donc, ça serait bien aussi de faire des formations dans ce sens pour encourager les jeunes justement à créer leur propre entreprise, utiliser surtout le numérique pour avoir une visibilité. Justement, visibilité au niveau local et international surtout. C'est dans ce but-là. Le gouvernement aussi algérien, donc il a mis aussi également en place plusieurs initiatives pour soutenir l'émergence et la croissance des startups. Donc il y a plusieurs exemples. Ça a commencé en 2015 avec le programme Algeria Startup Initiative, c'est en anglais. Donc, il y a eu beaucoup même le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a également annoncé des programmes de soutien aux startups qui offrent plusieurs subventions, des formations aux jeunes entrepreneurs. Donc, bon, sans compter, bon, parmi les obstacles aussi, il y a aussi d'autres domaines à voir, comme par exemple la connectivité d'Internet, l'investissement dans les infrastructures numériques, etc. Tout cela, c'est important. Voilà. Donc, on va en conclusion par rapport à ce que je viens de vous dire. Il y a plusieurs opportunités, c'est-à-dire que c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui sont un petit peu découragés, mais il y a des opportunités sur le marché algérien. Donc, il y a plusieurs secteurs porteurs. Vous avez les secteurs des technologies d'information et de communication, vous avez l'énergie, l'agriculture, l'industrie manufacturière et le tourisme, comme vous le savez. Voilà. Normalement, j'ai bien répondu à votre question. Si vous avez d'autres... Merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, docteur Ghana. Voilà, bonjour, bonjour tout le monde. Merci pour les communications, elles étaient très claires, riches. Non, moi j'ai une question qui est générale, c'est par rapport donc, à la question de M. Termoun. Donc par rapport le lien, la rente des hydrocarbures en Algérie, quand on développe des programmes au niveau national, pour développer les startups, etc., on constate que ces programmes-là, quand il y a la hausse des prix des hydrocarbures sur le marché mondial, donc il y a l'idée de la on oublie complètement la diversification. Quand il y a la chute des prix sur le marché mondial, on pense à la diversification. Donc par rapport, pour avoir la suite, la continuité des programmes, par exemple, comment stimuler les initiatives à travers l'usage actuellement, comme on pense au numérique, à l'innovation. Et vous avez parlé aussi des modèles de croissance endogène, je crois, avec l'intégration de progrès techniques, de l'innovation. Donc quel rôle peut-on attribuer au numérique dans le cadre de ces programmes-là pour permettre à la continuité de créer des emplois durables au lieu de se contenter à chaque fois de la hausse des prix, des hydrocarbures sur le marché mondial. D'accord? Donc c'est une question à peu près globale. Je ne sais pas si j'ai...
Donc j'ai aussi une autre question par rapport à la question donc sur je pense c'est la communication sur l'impact d'une augmentation unitaire des exportations hors hydrocarbures. Donc là, vous parlez de l'analyse des multiplicateurs de production qui montre qu'il y a un effet, une augmentation des exportations hors hydrocarbures sur la production nationale. Donc comment... Hein? Oui. Donc là, vous avez séparé le secteur hors hydrocarbures et comment vous avez mesuré les multiplicateurs? La façon dont vous avez utilisé, donc vous avez la production hors hydrocarbures à part, c'est comme si on a un PIB hors hydrocarbures et avec hydrocarbures. Donc ce que vous faites... La matrice. Oui. C'est la matrice qui est déjà programmée comme ça. Ben, vous allez répondre. D'accord. Oui, D'accord. Ensuite, pourquoi vous dites qu'il y a certains secteurs qui sont affectés plus que d'autres? Par exemple, le bâtiment, le transport, la communication. Et quel rôle pour les services dans ce cas-là? Par exemple, le secteur des services, etc. Donc, comment on peut intégrer ce genre de... permettre à ce secteur une interférence des facteurs de production entre les différents secteurs d'activité, ce qui permet à la mobilité de facteurs de capital et de travail. Il peut se déplacer d'un secteur à un autre selon la productivité. Et actuellement, c'est ça le problème ici en Algérie, c'est qu'on n'a pas cette mobilité des facteurs de production, puisqu'on parle du capital et du travail, auquel il faut rajouter l'innovation, le progrès technique, le numérique comme une tendance actuelle. Donc cette mobilité, donc c'est comme si on n'a pas cette mobilité des facteurs de production entre les différents secteurs d'activité. Ceux qui sont à l'enseignement, ils restent à l'enseignement, ceux qui restent dans les bâtiments, ils sont dans les bâtiments. Mais la mobilité entre les différents secteurs, elle est très faible. Donc je pense que c'est ça la difficulté actuelle en ce qui concerne l'économie algérienne, c'est la mobilité des facteurs de production. D'accord ? Voilà, Merci, Dr Ghana. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va revenir encore une fois au Dr Wari. Oui? Dernière, avant-dernière. Vous m'excusez tellement c'est passionnant. Les deux sujets qui traitent de la... Tellement qu'il n'y a pas trop de questions. Voilà. C'est très passionnant concernant l'aspect diversification de l'économie algérienne et l'aspect également cluster, si on fait référence à l'innovation et à l'encouragement de l'entrepreneuriat jeune en Algérie. Donc ce sont deux sujets intéressants qu'il faudra traiter en profondeur parce que ils ont un caractère stratégique concernant la diversification de l'économie algérienne, sachant que cette économie, elle est une économie de rente et tout cela constitue un danger important car la diversification de l'économie algérienne actuellement est une question vitale qu'il faudra développer davantage. En fait, j'apprécie beaucoup l'intervention de notre ami Dr Termoul, donc avec des références intéressantes, d'un soubassement théorique très bien exposé et tout. Mais si vous permettez, j'aimerais bien juste ouvrir une petite parenthèse concernant la prise en compte de ces théories dans le contexte actuel. Sachant, pour résumer, je ne vais pas trop m'étaler sur la chose, sachant que le contexte actuel, soit le contexte économique national ou bien le contexte économique mondial, est caractérisé par... il faut prendre en considération le taux d'intégration de ces entreprises. Est-ce qu'elles ont un taux d'intégration important? Et là, on fait référence indirectement à la maîtrise du savoir-faire technologique, managériel, etc. Donc, il ne suffit pas de développer des industries, mais il faut regarder en parallèle, en amont et en aval, le taux d'intégration, parce que tout cela est lié à l'indépendance technologique. Et là, on fait référence aux théories de Schumpeter concernant les formes d'innovation, etc. Et les théories endogènes de croissance, endogènes et exogènes de croissance économique. Également, les avantages absolus. Est-ce qu'il est... Ghana, oui, donc on est dans le même contexte avec M. Ghana. Moi, je suis pas en train de... Je veux juste creuser la chose pour mieux comprendre et cerner ce phénomène. Également, il y a
la théorie des avantages absolus. Puisqu'on a des avantages, comme vous l'avez dit, dans certaines branches, certains secteurs, est-ce qu'il ne serait pas plus rationnel, d'un point de vue économique, de s'investir dans ces branches et secteurs où on a des avantages absolus? Ça, c'est juste une petite remarque. Concernant également la question des startups, Madame Gana, moi-même, Gagné, donc Gagné, Madame, je vous connais plus avec le nom de famille Hamimid, hein? D'accord, donc le nom de jeune fille. Moi-même, je travaille avec des étudiants et avec des collègues enseignants concernant la création d'une start-up dans le domaine touristique. Et là, on rencontre des obstacles, mais qui ne nous font pas peur. On va trouver les astuces pour les dépasser. Au contraire, ça doit nous motiver et aller de l'avant pour mieux se perfectionner. Premier obstacle, ça concerne le climat des affaires. Quand on a un climat des affaires morose, ça démotive, ça pousse les gens à fuir, à quitter le marché, etc. Ça n'incite pas les entrepreneurs, qu'ils soient jeunes ou bien qui ont de l'expérience, à investir dans la chose. Et également l'inexistence de clusters, d'SPL, etc. Parce qu'une start-up doit exister dans un environnement dynamique qui est caractérisé par une création de richesse, de valeur ajoutée, d'innovation, etc. Donc on parle de pépinière, on parle d'accélérateurs, d'incubateurs, de clusters, d'SPL, tout ce que vous voulez. Donc quel est le rôle de ces instruments dans le développement de la start-up avec l'addition des mécanismes institutionnels, financiers que vous venez de citer, qui sont aussi importants. Voilà. Merci à vous. Merci, Dr Ouari, encore une fois. Donc, je repasse la parole à Dr Termo très rapidement. Encore une fois les intervenants pour les questions pertinentes. Bon, pour la première question, d'attendre au moment de tarissement des ressources extérieures, puis on parle de diversification, et au moment de la reprise, il y a abandon de ce qui a été entrepris durant la période sèche. Bon, vous me rappelez quelque chose que j'ai écrit, un passage que j'ai écrit il y a de cela quelques années, c'est que le sujet de la diversification est une prose avec laquelle on meuble le discours politique au moment du tarissement des ressources extérieures, en attendant le cycle ascendant des ressources du marché pétrolier. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, c'est en meuble politiquement, donc c'est en meuble avec la diversification les moments d'assèchement des ressources extérieures. Donc maintenant, il faut passer à la réalité. Je pense que la volonté politique y est. Maintenant, trouver des alternatives. Parmi toutes les alternatives, tout est bon, l'agriculture, l'industrie, le tourisme, le numérique, etc. Mais donc des études, etc. vont éclairer peut-être les décideurs. Les décideurs, quels sont les secteurs qui peuvent être porteurs? Même s'il y a un faible taux d'intégration, on va penser à consolider les liens intersectoriels. Donc on peut penser à ça. Maintenant, pour la croissance endogène, la croissance endogène est fondée sur en fait, ils sont imbriqués. Sauf que si je prends d'abord l'industrialisation, donc je privilégie l'industrialisation, mais son développement est fondé sur les préceptes de la croissance endogène, sur la qualité sur le capital humain, sur donc le capital humain, aussi le progrès technique, tous les éléments qui peuvent contribuer au progrès technique. Donc vous avez l'innovation, la recherche et le développement. Mais malheureusement, en Algérie, je ne sais pas est-ce que vous avez vu les chiffres, de tout temps, la productivité globale des facteurs est négative. C'est-à-dire, il n'y a pas de création. En plus qu'il n'y ait pas de création, donc il n'y a pas d'innovation. D'ailleurs, toutes les entreprises nationales ne disposent pas, pratiquement toutes, de structures de recherche et développement, de laboratoires de recherche. Il y a des bureaux d'engineering, etc.
mais on ne fait pas de la recherche et développement ou bien de la recherche appliquée. Et puis la combinaison, les process, les produits, etc., c'est vraiment mitigé. Donc on ne peut pas fonder notre diversification et notre développement sur un paramètre qui est très loin. Donc autant transiter pour créer de l'emploi aussi. Pour créer de l'emploi. D'ailleurs, à en croire, Stiglitz, il dit que l'innovation est réservée pour les pays du Nord, par contre, les pays du Sud n'ont qu'à imiter. C'est l'imitation. C'est-à-dire, et puis quelque part, bon, c'est pas, il ne va pas nous condamner. On peut éveiller notre génie, ça c'est sûr. Mais de par notre observation, c'est pas évident. C'est pas évident parce que vous avez la qualité de la formation, vous avez, et puis, à mon sens, si vous voulez que je développe un petit peu, c'est-à-dire on absorbe, on n'arrive pas à absorber le contenu connaissance qui est intégré dans les produits importés, au point que nous n'arrivons pas à maintenir nos équipements. Chaque fois qu'on a besoin de maintenance, bon, qui soit régulière ou exceptionnelle à l'occasion de panne, on fait généralement appel aux étrangers durant de longues années. Maintenant, les choses commencent à changer. Je pense que les fruits de notre formation commencent à apparaître et il y a des cadres algériens, des ingénieurs algériens qui arrivent donc à assimiler, d'ailleurs peut-être c'est ce qui a amené le gouvernement donc à aller dans le sens des start-up. Dans les start-up. Maintenant, par rapport au secteur industriel, il va se développer pas tout seul, l'industrie manufacturière. En compagnie de ces start-up, des services aux entreprises, pour leur proposer des solutions innovantes et résoudre leurs problèmes déjà courants. Ça va stimuler. Donc ça va avec ce dispositif. D'une autre manière, l'État a mis beaucoup de fonds avec les plans de relance de l'agriculture, etc. Ça va être un débouché. En même temps, on crée de l'emploi, les mines, le programme des mines, qui sont déjà exploitées ou à exploiter. Sauf que bon, c'est des analyses à approfondir, bien sûr. L'interaction intersectorielle aussi à renforcer et les obstacles à élever, bien sûr, comme mes collègues l'ont déjà souligné. Souligné. Bon, pour la question, l'état actuel, c'est vrai, c'est dérisoire. C'est 6% du PIB. C'est vrai, c'est dérisoire. Mais lorsqu'on assoit une stratégie ou une politique de développement, autant l'asseoir sur quelque chose qui pourrait être porteur et fédérateur. C'est-à-dire dépenser moins, optimiser, si vous voulez, la dépense publique, tout en ayant un impact plus significatif sur la croissance et sur le... Maintenant, pour les avantages absolus, les choses se sont développées. Il faut valoriser. On ne peut pas, nos ressources naturelles ou nos produits agricoles, ils sont sous-valorisés s'ils sont exportés en l'état. Pourquoi nous n'allons pas les valoriser? La transformation industrielle, donc, apporte beaucoup et les créatrices de valeur ajoutent. Je vous remercie. J'espère que j'ai apporté des éclairages. Merci, docteur Termoul. Je passe la parole à Madame Nabs, puis je reviens à Madame Hamimid. Et on termine. Donc, je tiens d'abord à remercier M. Gana pour ces questions pertinentes. Donc, concernant la matrice, pourquoi nous n'avons pas essayé d'intégrer des variables telles que l'innovation? En fait, nous avons déjà cherché à intégrer une variable telle que l'intelligence économique et la veille stratégique. En fait, nous sommes dans l'incapacité d'avoir des données détaillées sur l'ensemble des secteurs. Et lorsqu'on parle d'un secteur, c'est énorme. Donc, on a utilisé ce qu'on a sur le terrain comme données. Donc, la matrice est déjà formée. Donc, nous avons essayé de faire une simulation par rapport à ce qu'on a comme données concernant les secteurs d'activité. Donc, on a essayé de voir à ce que si on ajoutait une unité ou un DINA comme investissement dans ce secteur, quel serait l'impact sur les autres secteurs. Donc, ça reste une simulation. Et ça a montré que certains secteurs sont plus impactés que d'autres. Cela peut être par rapport à un effet direct et indirect des investissements dans les secteurs hors hydrocarbures, puisque la matrice prend en considération les retombées de cette stratégie-là. Donc,
Pour les secteurs qui ont été, donc, je vous avais dit, qui ont été impactés positivement, donc ça reste une simulation et cela peut être différent d'une année à une autre selon les conjonctures économiques, l'évolution économique du pays, selon la montée et la descente du pétrole, du prix du pétrole, comme vous l'avez déjà donc annoncé. Je tiens que j'espère que j'ai déjà apporté quelques éléments de réponse à votre question. Merci, monsieur. Merci. Merci, madame. Donc, je passe la parole à madame Hamimi. Donc, pour répondre à votre question, monsieur Ouari, je pense que la deuxième question ressemble à la première par rapport aux solutions. Donc, vous me demandez des solutions par rapport justement à l'entrepreneuriat, aux obstacles liés à la création d'entreprises et au développement d'entreprises. Donc, le problème qui se pose, c'est qu'il y a plusieurs contraintes, des contraintes structurelles, comme vous le savez, et réglementaires. Il y a, par rapport à ma communication tout à l'heure, donc j'ai parlé donc au financement. J'ai parlé au problème de financement. À mon avis, il faudrait aussi que l'État débloque de l'argent, fait appel aux banques pour accompagner et aider les jeunes. Voilà. Parce que la plupart, par rapport à notre enquête, aussi, l'enquête que j'ai mentionnée tout à l'heure au niveau de notre communication, on a pris un échantillon de 50 entreprises. Donc là, je dis bien la majorité de ces entreprises-là parlent toujours du problème de financement. Donc c'est un problème récurrent qui revient à chaque fois. Vous avez aussi la lenteur des procédures administratives aussi. Ça, c'est un problème de bureaucratie, tout le monde sait. Donc c'est un problème aussi profond et structurel. Donc il y a vraiment un manque de soutien institutionnel par rapport à ça. Vous avez aussi une autre solution, c'est d'investir aussi dans le numérique. Donc il y a aussi un problème par rapport au manque d'infrastructures numériques. Je préconise aussi l'investissement dans les ressources humaines, comme ce que vous avez fait. Par exemple, proposer des formations dans le tourisme professionnel. Pourquoi ne pas aussi ouvrir d'autres formations intéressantes, par exemple dans les formations professionnalisantes, hein, pas des masters de recherche, des masters professionnels, pour aider justement ces entrepreneurs-là, enfin ces étudiants qui veulent devenir entrepreneurs plus tard, par exemple dans l'investissement dans le marketing digital, par exemple. Aussi, par rapport aux universités, je ne sais pas, faire aussi des programmes d'Erasmus pour envoyer des étudiants à l'international pour apprendre de plus en plus, c'est-à-dire l'investissement dans la formation professionnelle, dans les relations, c'est ça, la formation du personnel. Bon, donc j'ai parlé tout à l'heure, il y a beaucoup d'opportunités, surtout par rapport au secteur porteur. Comme je vous l'ai dit, l'éthique, l'énergie, l'industrie manufacturière et le tourisme, ce sont aussi des solutions. Donc, aussi, il faudrait aussi qu'il y ait une coordination entre les entreprises et entre les facs. Par rapport à ça aussi, ça serait bien d'avoir justement proposé des formations en alternance pour les étudiants, c'est-à-dire faire des formations à l'université où ils apprennent la théorie et aussi faire beaucoup de stages pratiques au niveau des entreprises, pourquoi pas international pour apprendre. Voilà. Donc, et justement, pour terminer, par rapport à la diversification, nous croyons vraiment nous croyons à la diversification de l'économie actuellement. Donc il faudrait attirer beaucoup d'investisseurs étrangers dans le domaine. Il faudrait aussi développer plusieurs compétences. Donc j'ai parlé aussi de l'investissement dans les relations humaines. Il faudrait aussi continuer à faire des réformes pour favoriser l'innovation et la croissance des startups. Voilà, j'ai terminé. Non, avant de remettre la parole au docteur Termoul, d'abord la parole à Mme Nadji. Parce qu'il y a une question du docteur Ghana. Vous avez la parole. Donc, merci.
Même s'il n'y a pas eu de questions qui m'a été adressée directement, donc je voulais intervenir et continuer sur la même ligne que Madame Ghani, qui disait que oui, nous croyons à la diversification économique, oui, nous croyons tous à cette diversification. Depuis 70, ça fait maintenant 50 ans qu'on parle de la diversification. Après 50 ans, ça reste toujours au stade des intentions. Donc on se pose la question. Certes, les solutions existent et il y a beaucoup d'opportunités concernant les secteurs porteurs, mais où est-ce qu'il est le problème? À mon avis, je pense que le principal problème qui bloque la diversification économique en Algérie, il est relatif à la qualité des institutions en Algérie. D'accord? Parce que c'est la qualité des institutions, c'est le principal canal qui capte l'effet négatif des ressources naturelles et qui il constitue un facteur inhibiteur à la diversification économique en Algérie. Effectivement, la rente issue plutôt les revenus issus de la rente des hydrocarbures sont souvent dépensés ou bien gaspillés dans des dépenses démesurées via des projets inappropriés. D'accord, via des projets inappropriés qui se caractérisent généralement par une malmaîtrise des coûts et une forte corruption. Et d'ailleurs, la théorie dit que les pays riches en ressources naturelles figurent parmi les plus corrompus. Et c'est le cas en Algérie. On sait tous que la corruption, ou bien l'Algérie a obtenu des scores très peu flatteurs. Donc, c'est une gangrène. Donc, et elle a touché même les secteurs les plus stratégiques. Donc, à mon avis, tant que on n'a pas revu et on n'a pas réformé les institutions en Algérie, tant qu'il n'y a pas une gestion transparente de la rente et tant qu'il n'y a pas une lutte contre la corruption, l'Algérie aura vraiment des difficultés à réussir sa politique de diversification. Parce qu'après 50 ans, on est toujours au stade des intentions. Donc je pense que le vrai problème, c'est un problème institutionnel. Voilà. Donc, Merci, madame. Juste un complément de réponse. Non, je reviens juste à cette question de diversification en fait. Moi, je me pose la question suivante. Si on arrive à diversifier, est-ce qu'on sera classé parmi les pays en voie de développement émergent? Si on arrive vraiment à diversifier l'économie, est-ce que c'est une fin en soi? Et je repasse la parole au docteur. Voulez-vous terminer dans 2 minutes, s'il vous plaît? Voilà, pardon, encore une fois, pour juste un complément pour Monsieur Meradi. Donc, dans ma communication, je ne parlais pas de la valeur ajoutée créée de sa part dans le pays, de sa croissance, son extension, la création d'entreprises. Mais maintenant, il y a un petit problème, la transition vers la diffusion. Il faut d'abord créer un progrès technique. En Algérie, en l'état actuel des choses, vous avez entièrement raison, la PGF est négative, la productivité globale des facteurs est négative. C'est-à-dire que les facteurs perçoivent plus que leur productivité, d'une manière plus importante. Donc il n'y a ni innovation, ni processus et tout. Pour cette question de progrès technique, on peut penser à intégrer les investissements directs étrangers, la diaspora algérienne qui est à l'étranger, les laboratoires de recherche à l'université, etc. Donc pour l'état actuel, vous avez entièrement raison. Ça va nous créer de l'emploi, créer de la richesse, mais la diffusion vers d'autres secteurs, tels que le secteur ne jouait pas de progrès technique, il n'a rien à propager. Je vous remercie. Merci, docteur Talmoul. Donc, une dernière question s'il y a lieu, sinon, on termine. Oui, monsieur. Sauf qu'avant de poser la question, vous voyez, il faut vous présenter, s'il vous plaît. مساء الخير عليكم. أقرر موسى. خدام لا ريزيدونس 17 أكتوبر ومبليسا ديرون دايني داغني ATS الغرور. خلاص poser la question. هذاك عندي. Voilà. S'il vous plaît. من كده خدام السمت ما خدم على رشاش ومن كي تعتب غير ماني ودعني سمور سايف لو نكي. Très bien. Vous posez la question, s'il vous plaît. سامح مكان.
واسمع. La question, premièrement, مساء الخير عليكم، مرحبا سي سوانا، يعطيكم الصحة. Merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs, doctorants, chercheurs, les enseignants, enseignantes, les ATH, travailleurs, les étudiantes, مرة. أجل مرة في الأول. تم زواروث la question, la décolonisation du pays, premièrement. La valorisation de notre monnaie. La valorisation du savoir. La liberté au savoir. Nous sommes colonisés par les pays de grandes puissances, y compris notre pouvoir. Deuxièmement, Taïtinin, c'est l'émission est le samedi, le vice-recteur je crois, le procureur général de la justice, la radio Soma. Un résumé de qui le résultat, le craya, le savoir, de l'université, nationale, y compris Gaïs, Inès Nzouho, l'université non, c'est dans Arzès, Inès en réalité, Inès on fait rien. Je vous remercie s'il vous plaît. Ah, tu es comme ça, c'est merci. Donc je arrêtez parce que Samir Amin. Ok, merci beaucoup. في البيئة أفريقيا أمشان كولونيزين يكلش القلال السافوار الوحيد لا بوفرتي ما تبغي ما تتزرع ما Monsieur. Merci, monsieur. Qui a posé une question directe qui est liée à la rente, enfin la rente au sens large. Parce qu'il y a une relation, en fait, là je rejoins le docteur Kalmour, il y a une relation inverse entre la productivité et la rente. Parce que tout dépendra qu'est-ce qu'on fait de cette rente. Est-ce qu'on l'investit dans des projets structurants qui vont apporter, comme l'a dit madame, l'effet multiplicateur de l'investissement? Est-ce qu'on la distribue? Malheureusement, dans le cas de l'économie algérienne, on distribue la rente. Parce que c'est comme si plus vous payez quelqu'un, plus vous le payez, plus il ne veut pas travailler. Donc c'est exactement les effets de cette rente aujourd'hui, et que je peux résumer par un nouveau concept qui est aujourd'hui largement développé. Il y a une très mauvaise gouvernance au sens général. Maintenant, je passe la parole au docteur Tetchabel, éventuellement pour nous faire... Merci, Monsieur le Président. Donc, en fait, pour mettre une conclusion à cet atelier, aux travaux de cet atelier, je pourrais dire que, en fait, ce premier atelier n'est que le prolongement de ce qui a été dit ce matin dans la plénière, notamment dans la première intervention de professeur Haroun. Ce matin, c'était la première intervention, donc il parlait déjà, on a commencé par la théorie économique, donc dont il a parlé d'abord de l'approche de Ricardo, qui est beaucoup plus axée sur la spécialisation, non pas par la diversification, ce qui a été corroboré par les travaux de Madame Ouali à travers son modèle. Donc la rente en Algérie, l'une des conclusions de cet atelier, c'est que la rente pétrolière encourage plus la spécialisation que la diversification.
Encore les travaux de M. Talmoul et son modèle aussi, donc s'appuie sur le fait que en fait les théories orthodoxes et les modèles de croissance endogène donc soulèvent le point de développement des compétences. Donc il faut vraiment s'appuyer sur les compétences telles que soulignées toujours par la plénière de ce matin. Je vais aussi signaler que la majorité des interventions de cet atelier donc touchent l'axe principal de ce colloque, notamment la contribution des entreprises, notamment le rôle des startups dans la diversification économique. Donc il s'agit tout d'abord de réduire les inégalités, toutes sortes d'inégalités, que ce soit sociales, économiques ou plutôt territoriales. Mais cela est conditionné, donc les obstacles soulevés par les différentes interventions, donc en fait elles ont tout un point de chute. Le même point de chute, c'est la gouvernance, c'est la bonne gouvernance, la corruption, réduire la corruption, en fait ceci, fait cela, donc c'est la gouvernance. En général, il y a les conditions d'une bonne gouvernance. Et enfin, je vais terminer par dire que toutes ces conditions, si elles sont réunies, peuvent amener l'économie algérienne à diversifier. Alors, deux idées que je pense majeures ont émergé à travers les travaux de ce matin et les travaux de cet atelier, à savoir qu'il y a d'autres ateliers. Le premier que je vais rappeler, celui de ce matin, c'est que la diversification posée a fait émerger deux solutions. Le thème du colloque, c'est la diversification économique hors hydrocarbures. Ce matin, le professeur Houari, Haroun, a souligné qu'on peut diversifier, mais au sein de ce secteur d'hydrocarbures. Nous, dans cet atelier, beaucoup plus sur la diversification hors et hydrocarbures. Donc, ce qui nous laisse à dire en conclusion, en fait, ce n'est pas un substitut, mais c'est une complémentarité. Donc, c'est une idée sur laquelle la majorité des intervenants sont d'accord. Je pense qu'on a fait le tour sur les principales questions posées pour cet atelier. Donc, je vous rends la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Netchaben. Je termine sur ces quelques points. Bon, par rapport à cette problématique, bien sûr, de la diversification, je suppose qu'il faut aller vers ce que les économistes appellent aujourd'hui les réformes structurelles. Donc, aller vers des réformes structurelles. Donc, ça sous-entend une production de données statistiques fiables et récentes, bien sûr. Moi, je fais référence à un organisme public que vous connaissez tous, à savoir l'ONS. Un cadre juridique plus adapté et la loi sur l'investissement. Parce que la dernière loi sur l'investissement, je ne suppose pas qu'elle encourage les idées. Et enfin, pour avoir tout ça, il faut avoir bien sûr une volonté politique. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je clôture les travaux de cette session. Et je vous remercie.